Je vais vous parler, mais vraiment brièvement, peut-être pour planter le décor de l'acceptabilité des traitements antirétroviraux et peut-être pour ouvrir la discussion ensuite avec, avec des gens qui ont l'expérience au quotidien de ces traitements. Alors, ça c'est mes liens d'intérêt. Alors, quelques rappels. Alors, Christine vous a parlé donc de cette association. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne le comprennent pas, parce que c'est souvent posé comme question en consultation, qu'il s'agit de 2 médicaments, donc de 2 injections, une dans chaque fesse. D'accord. Avec un produit qui semblerait faire un peu plus mal que l'autre, mais qui laisse quand même enfin, c'est 3 millilitres qui sont injectés dans chaque fesse, donc c'est pas rien, c'est pas négligeable. Et donc c'est pas l'acceptabilité, elle n'est pas pour tous quand il s'agit de traitement par voie injectable. Donc on a dit, on fait un traitement par voie orale pendant un mois, puis un mois plus tard, on fait la première injection. Pour arriver à la bonne concentration, on refait une injection le mois suivant, et ensuite, c'est tous les 2 mois. Donc ça demande quand même une certaine organisation et un planning que nous, par exemple, à l'Hôtel Dieu, on a mis en place avec les infirmières qui travaillent à la formation des plannings des gens qui souhaitent avoir ces injections. Une autre petite précision, c'est qu'à partir de la 2e injection, il y a des fenêtres qui sont autorisées, c'est-à-dire que si ça tombe un dimanche, eh bien, on ne va pas faire l'injection le dimanche puisque effectivement on a besoin d'avoir une infirmière. Donc soit on le fait en ville, sachant que les 3 premières injections se font à l'hôpital, puis ensuite peuvent être réalisées en ville par une infirmière. Donc soit vous avez la possibilité d'avoir une infirmière le dimanche, soit vous êtes en week-end, je ne sais pas où à la campagne, eh bien on a le droit de dire je ne vais pas me faire piquer, je vais pas avoir ma piqûre le dimanche, mais 2, 3, 4, jusqu'à 7 jours avant ou après la date théorique de l'injection. Et puis évidemment, il faut faire attention, mais ça Christine a dit, aux co-infections, aux sous-types et aux fesses un peu joufflues, c'est ça. Avec des aiguilles qui sont utilisées, ça c'est fait, mais qui sont plus grosses. Alors, les traitements donc, à longue durée d'action, ils participent à la diversification des traitements antirétroviraux. On a vu que c'était très important de diversifier, qu'ils ont fait une preuve d'efficacité dans d'autres champs, mais aussi avec peut-être une lassitude. Alors, on pense par exemple au traitement par voie injectable qu'on donne long-acting pour l'ostéoporose. Et on voit bien qu'au fil du temps, les gens se lassent aussi des traitements à longue durée d'action. Donc, d'où l'intérêt de cette diversité. Des traitements sont possibles dans le cadre de la prévention et du traitement, et qu'il n'y a pas que l'injection intramusculaire, qu'on va avoir donc l'injection en sous-cutané, qu'il y a les implants, les anneaux, etc. Et donc il y a plein, les comprimés, qui se développent pour faire des traitements à longue durée d'action. Alors, quelle est l'acceptabilité de ces différents de ce mode d'administration? Eh bien, j'ai d'abord commencé par regarder qu'est-ce que ça veut dire acceptabilité. Donc, j'ai ouvert le Larousse. Et c'est le caractère de quelque chose qui est plus ou moins tolérable. Donc, vous voyez bien que déjà, quand on parle d'acceptabilité, chaque individu a son propre niveau d'acceptabilité. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et en tout cas, ce qui a été aussi montré, c'est que dans les essais de l'industrie, il y avait une excellente acceptabilité, mais comme l'a fait remarquer Bruno tout à l'heure, bien entendu, il y avait des gens extrêmement motivés pour participer aux essais injectables, donc il y a un biais qui est important, puisque forcément, ce n'est pas le tout venant qui a été inclus dans les essais. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les gens, en général, la population, est intéressée par ce nouveau mode d'administration. Et ça a été montré relativement tôt en ce qui concerne les populations infectées par le VIH. Alors évidemment, il y a une balance qui mérite d'être discutée avec plutôt des questions plutôt que des affirmations. Il y a moins de médicaments au quotidien, ça c'est certain, même si je vous rappelle qu'il y a d'autres médicaments à prendre. Donc parfois, ce n'est pas un avantage pour certaines personnes et parfois c'en est un. Il y a peut-être une meilleure absorption, peut-être. Pas de contraintes alimentaires, donc on peut s'affranchir de ces contraintes-là. Une diminution des effets indésirables liés au traitement par voie orale.
mais peut-être pas par ce par voie injectable. Une meilleure confidentialité, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il y a toute une population qui est très concernée par ce mode d'administration pour la confidentialité et le fait peut-être d'être moins stigmatisé avec le fait d'avoir des médicaments avec ça, et notamment quand on voyage. Et puis peut-être une meilleure adhésion au traitement, mais ça reste à prouver. Quelles sont les questions soulevées? Quelle est l'efficacité de la tolérance à long terme? Donc on voit quand même maintenant, on a suffisamment de recul. On a 124 semaines, donc on voit que ça marche quand même relativement bien. Quelles sont les interactions avec les autres médicaments? Il va falloir peut-être un petit peu regarder ça de plus près. Les volumes qu'on injecte aujourd'hui restent relativement élevés. Donc est-ce que ça va rester comme ça? Probablement qu'on va aller vers une amélioration des formulations des médicaments. Ça demande de nouvelles organisations du parcours de soins, et donc ça stresse parfois les individus qui sont affectés par le VIH, mais ça stresse aussi les docteurs, ça stresse les infirmières, parce que ça remet en question la façon dont on gère le parcours de soins pour les individus. Est-ce qu'on pourra s'auto-injecter ces traitements? Et c'est une vraie question, et quand on interroge les gens, ils disent bah ouais, mais enfin venir à l'hôpital, vous êtes bien gentil, on vous aime beaucoup, mais on préfère s'affranchir de ça. D'autres vous disent ah ben moi, quand vous me suivez tous les 2 mois, quand je vois d'une infirmière tous les 2 mois, je suis ravi, j'ai l'impression qu'on s'occupe de moi. Enfin, donc vous voyez, chacun trouve, il trouve son compte ou pas. Ces traitements, comment vont être gérés les déchets? Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà eu du Fuséon. Vous vous souvenez des valises à se trimballer de Fuséon, aller-retour avec les trucs à déchets pour mettre les aiguilles, etc. Quelle va être l'implémentation de ces traitements dans les pays à ressources limitées? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux patients qui ne sont pas observants? Est-ce que c'est une bonne solution? Et qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui sont soit en âge de procréer, soit enceintes, et avec des long-acting qui vont durer longtemps? Et notamment, on peut poser la question de l'allaitement sous ces traitements à longue durée d'action. Alors, du point de vue des soignants et des soignés, les professionnels de santé à gauche, les PV-VIH à droite. Alors, le professionnel de santé a dit qu'il y a plus de contact avec les patients, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de contrainte alimentaire. Le mode d'administration peut être vu comme un avantage. Le suivi des comorbidités peut être fait de façon plus fréquente par les docteurs et les personnels soignants. Et puis, il y a moins d'effets indésirables liés aux traitements antirétroviraux oraux. Du point de vue des PV-VIH, l'idée de dire ça facilite le voyage, ça a une efficacité qui est durable, et donc ça c'est rassurant, ça réduit la fréquence des prises, ça évite d'oublier son traitement, donc la charge mentale de ce traitement, et évidemment ce qui ressort énormément c'est d'éviter de transmettre la maladie. Alors, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients. Alors, du point de vue maintenant des professionnels de santé, c'est le fait de voir 6 fois par an le patient. On n'a pas toujours envie, ça dépend. Ça dépend des gens. Disons que c'est une charge de travail supplémentaire. Le mode d'administration peut être aussi un inconvénient. Qui fait cette administration? Les réactions aussi d'injection dont les gens se plaignent, et donc il faut prendre en charge. Le retour au traitement par voie orale. Je pars docteur en Afrique 1 mois, puis 3-4 mois plus tard, je suis encore en Afrique et vous pouvez m'envoyer mes traitements, sachant qu'il y en a un qui se garde au réfrigérateur. Les rendez-vous manqués, qu'est-ce qu'on fait? Il a son injection et là, il n'est pas venu, qu'est-ce qu'on fait? Etc., etc. En ce qui concerne les PV-VIH, c'est comment je vais organiser mes voyages, mes déplacements en respectant les fenêtres qui me permettent d'avoir ma charge virale indétectable. Comment je gère mes douleurs au point d'injection? Alors c'est vrai que dans les essais, on dit que ça diminue avec le temps, mais n'empêche que chacun a trouvé, mais ça peut-être que vous en parlerez, chacun trouve ses petites techniques pour avoir moins mal. Qu'est-ce qui se passe si les fenêtres autorisées sont dépassées? Comment je vais gérer le truc? Moi, patient, ou moi, docteur, ou moi, infirmière. Et puis, il faut que je prenne le temps et je libère du temps pour venir tous les 2 mois à l'hôpital ou voir l'infirmière.
Donc on avait fait effectivement une étude avec une anthropologue, Séverine Carillon, sur l'acceptabilité justement des traitements par voie injectable. Alors c'était chez des gens qui n'avaient pas eu le traitement par voie injectable, mais on disait, mais si vous en aviez un, qu'est-ce que vous en penseriez? Et vraiment, ce qui ressort de façon assez importante, c'est que, excusez-moi, j'arrive pas à lire là parce que c'est écrit trop petit, et j'arrive pas à lire là, c'est écrit trop gros. Et donc, et donc on a fait une étude qualitative, et c'est ce qui a été publié, et une étude quantitative chez des PVVIH et chez des gens à qui on proposait ça en termes de PrEP. Et donc une partie n'a pas encore été publiée et soumise actuellement. Et ce qu'on a pu mettre en exergue, c'est qu'il y a une ambivalence. Donc finalement, c'est assez attendu, l'ambivalence de l'individu, à savoir une appréhension à changer de traitement. C'est toujours un stress pour quelqu'un de changer de son traitement antirétroviral, d'autant plus qu'on a une histoire thérapeutique qui est lourde. Alors, un jeune qui débute, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a déjà eu affaire à des traitements depuis très longtemps. Le fait de faire une rupture par rapport à la routine, j'ai l'habitude, quand je me brosse les dents, de prendre mon comprimé, eh bien, je vais abandonner cette routine. Qu'est-ce que ça va faire? La modalité d'administration, qui peut être vécue comme une symbolique invasive. Les gens ne supportent pas, et on l'a vu d'ailleurs avec les antivax. L'injection peut être vécue de façon très intrusive. La durée d'action redoutée. Est-ce que finalement, en ayant mon traitement, je suis maître de mon VIH, de mon traitement et de mon indétectabilité ou de ma détectabilité. Et finalement, là, on me soustrait à ça. Et du coup, je ne suis plus libre d'arrêter le traitement quand je le souhaite. Le besoin d'avoir une validation des médecins aussi est ressorti. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre ce traitement si mon médecin ne me dit pas que c'est bien pour moi de le prendre. On diminue le nombre de comprimés. Ça, c'est vraiment un avantage certain qui a été décrit par les gens. On ne plus y penser, vraiment la charge mentale. Ça, je l'entends très bien. Éviter la peur de l'oubli et diminuer donc cette fameuse charge mentale qui pèse avec les traitements et des années de rabâchage. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Voilà, il y a eu d'autres études qui a été faite aux États-Unis avec son pendant en France qui s'appelle Caricel, aux États-Unis Customize, qui a regardé un petit peu l'acceptabilité en injection mensuelle, donc fait par la firme pharmaceutique. Et ce qui est ressorti dans cet essai là, qui a été présenté à l'IAS l'année dernière, c'est que la stratégie repose sur une bonne communication sur les fenêtres d'injection, sur le rappel des rendez-vous par SMS et sur un personnel qui est désigné pour la prise de rendez-vous. Donc ça sous-tend qu'il faut quand même réorganiser la façon dont on prend en charge les gens. Alors dans Caricel, c'est un petit peu la même chose qui a été montrée. Là, ça va être présenté à Glasgow. Et ce qui ressort, c'est de dire il faut aussi informer les gens plus sur les effets indésirables. Qu'est-ce qui vous attend avec les injectables? Plus les gens seront informés, meilleure l'acceptabilité est. Voilà, je crois que j'en ai terminé. En conclusion, quels sont les autres besoins? On a besoin de traitements efficaces pour tous, y compris pour les gens qui sont lourdement pré-traités. Des traitements qui sont de plus en plus simples, des traitements qui sont bien tolérés, y compris pour des populations qui sont vulnérables. Effectivement, on a des populations extrêmement vulnérables à l'Hôtel-Dieu via la PASS, des traitements qui seraient adaptés à chacun et chacune d'entre nous, et des traitements qui seraient disponibles au nord comme au sud. Et il y avait eu un papier qui était sorti l'année dernière qui avait montré sur un modèle, si on mettait des injectables à toute la population, eh bien on diminuerait non seulement, on augmenterait le nombre de patients qui seraient sous traitement, qui auraient une charge virale indétectable, et donc on diminuerait aussi le nombre de comorbidités liées à l'infection par le VIH. Voilà, donc ça c'était vraiment pour ouvrir la discussion sur l'acceptabilité. Merci Laurence Lama. Donc on va poursuivre la table ronde sous forme de discussion, mais je laisse les deux témoins parler de leur vécu. Je vais commencer par Marie-Pierre Mounier, qui est donc bénévole, patient intervenante au comité des familles. Bonsoir.
d'abord, je tenais à remercier le comité des familles que je connais depuis 5 ans, qui m'a vraiment aidée. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je suis rentrée dans l'étude Carrousel. Parce qu'un jour, un médecin est venu au comité et il m'a parlé des études. Des études. Merde. Il m'a parlé de l'étude Carrousel et j'ai décidé d'y participer. Donc en janvier 2021. Et donc depuis, je suis sous injection et je le vis super bien. Ma vie a changé, bon, même si ça ne se voit pas là à l'instant. J'ai le moral, je fais du sport. Enfin, tout a changé parce que je ne me remémore pas sans cesse que j'ai le HIV tous les matins en prenant mes médicaments. Alors, il y a avec nous aussi Sébastien Crisol. Alors, j'ai perdu le petit papier. Je vais essayer d'être précis. D'accord. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Cristol. Moi, je suis conseiller départemental dans l'Hérault. J'ai été élu il y a 2 ans et je suis spa-thérapeute à côté. Donc, je vais vous parler un petit peu. Moi, je suis un bébé séropos. Ça fait 2 ans que je suis séropositif. Il y a des gens ici, c'est beaucoup plus. Donc, moi, c'était plus facile pour moi d'accéder à ces injections-là. Bah oui, moi, ça m'a changé la vie. Donc, j'ai pris pendant 1 an et demi. J'étais sous Biktarvy. Au début, je le prenais le soir et je faisais systématiquement des cauchemars. Et quand je me réveillais jusqu'à bien 11h, voire midi, je me demandais est-ce que c'était la réalité, ça me rendait complètement dingue. Donc je les ai pris le matin par la suite et j'avais mon petit rituel, donc je me levais, je prenais mon traitement et après je faisais ma vie. Mais si par malheur quelqu'un me réveillait plus tôt, je me levais, je parlais au téléphone et après je me disais tu l'as pris ou tu l'as pas pris ? Et là, le stress commençait. Alors, je m'étais imprimé un calendrier que j'avais collé dans la salle de bain. Je me faisais des croix à chaque fois que je l'avais pris parce que je voulais vraiment le respecter. Et dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré un garçon qui est en dernière année de médecine et qui a commencé à me parler qu'il y avait des injectables qui allaient sortir. On m'en avait pas parlé dans le service infectiologie où c'est que j'allais. Et donc, j'ai commencé à le demander. Donc j'ai dit je veux les injectables. Elle m'a dit oui, c'est pas encore sur le marché. Donc à chaque fois que j'y allais, je dis où on en est des injectables, je veux les injectables. Donc je faisais que parler des injectables. Puis on a fini par me dire ça y est, c'est arrivé, c'est disponible sur Montpellier, donc on va pouvoir le mettre en place. J'ai pas un variant compliqué, il n'y a pas de résistance. Donc elle m'a dit c'est idéal pour vous. Effectivement, on peut lancer. Donc, on m'a averti que ça pouvait faire mal aux fesses, etc. Donc, effectivement, il y a une des 2 injections qui est un petit peu plus épaisse. Donc, quand on l'injecte, on la sent un petit peu plus. Et moi, systématiquement, dans la fesse droite, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a essayé de changer l'injection dans une autre fesse et l'autre dans l'autre. Et systématiquement, ça me fait comme une petite sciatique. Maintenant, j'ai trouvé le truc. Je prends des anti-inflammatoires tout de suite après. Ça ne me le fait pas. Donc c'est trop bien. Hormis ça, je n'ai absolument aucun effet secondaire et je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas l'impression d'être malade. Je fais du sport, j'en parle très facilement autour de moi. La plupart des gens qui me côtoient, et aujourd'hui je parle librement alors que publiquement moi je suis exposé. Je vis bien le VIH, hein, je peux le dire. Mon compagnon, lui, il est insulinodépendant. Donc il est diabétique, il doit se piquer à chaque fois qu'on mange. Et lui, en fait, c'est beaucoup plus lourd par rapport à ce que moi je vis aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à des gens qui ont connu des traitements à l'époque qui étaient beaucoup plus difficiles, qui en ont souffert. Mais oui, j'ai cette chance-là, ou de ne pas être dans des pays où c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et je peux vous dire aujourd'hui que si les injections n'étaient pas remboursées, je pense que je pourrais payer de ma poche pour avoir les injections par rapport au traitement oral. Parce que c'est une tranquillité d'esprit, effectivement, de se dire j'ai pas tous les matins à le prendre. Je voyage énormément, je bouge beaucoup. Mes injections, je peux les avoir à peu près partout en France. Et comme en France, on est souvent les derniers à avoir les dernières innovations, dans les autres pays du monde, ils l'ont en général. Donc c'est génial, c'est facile d'accès. N'importe quelle infirmière peut me le faire. Alors au début, j'avais dit à mon compagnon, mais tu me les feras. Il me l'a fait une fois. J'ai chouiné pendant une semaine, t'es mal, t'as pas fait comme il faut. Donc du coup, on a dit terminé, je fais par une infirmière, comme ça c'est réglé, je me plains plus. Et oui, non, vraiment, le fait aussi que pour les gens qui ne veulent peut-être pas en parler, parce que tout le monde n'a pas la facilité de le dire ou de le vivre, le fait de ne pas avoir à prendre un cachet ou à trimballer un petit sachet ou sa boîte de médicaments, c'est quand même beaucoup plus facile aussi, il faut dire la vérité. Bon là après si vous avez des questions vous me poserez parce que il y a peut-être des choses auxquelles je pense pas, mais réellement je n'ai pas l'impression d'être malade, je vis très bien les choses. Si je peux aider des gens parmi vous aussi qui ont des questions, n'hésitez surtout pas en tout cas. Voilà.
Marie-Pierre, toi, tu as aussi parlé de manière très positive l'effet, que tu es très heureuse d'être sous injectable. Est-ce que par rapport à la douleur, qu'est-ce que tu peux en dire? À part quelques petites protubérances au niveau des fesses qui durent 2 jours, pas plus, tout le reste va bien. Et c'est vrai, je pense à mes copines du comité qui doivent se cacher pour prendre leur traitement. Et ben, elles sont toutes partantes pour faire les injections, quoi. Et par rapport au rendez-vous à gérer, l'agenda, la rigueur que ça demande? Bah, j'ai oublié une fois une injection et elles m'ont tout de suite téléphoné. J'y suis allée 2 jours plus tard et il n'y avait pas de problème. Et je tiens à dire que les infirmières font un travail formidable, qu'elles sont super sympas. C'est vraiment un rendez-vous tous les 2 mois, presque amical, s'il n'y avait pas les injections. Après, si je peux rajouter, j'ai rencontré des gens, moi, qui se posaient la question à se dire, voilà, c'est quelque chose où il faut vraiment y être, il faut vraiment le faire. Mais je disais, mais toi, quand tu vas chercher ta boîte de médicaments à la pharmacie tous les mois, en fait, tu y vas tous les mois et tu le fais. Donc, tous les 2 mois, faire tes injections. Moi, par exemple, je suis sorti du schéma hospitalier, donc je le fais en ville. Donc, je prends n'importe quelle infirmière que je veux. Au début, la première infirmière, il a fallu que je lui explique qu'il fallait piquer un Z. C'est les recommandations du laboratoire. C'est pas très compliqué. Si ça tenait qu'à moi, je me le ferais tout seul si je pouvais me le faire. Je vous dis la vérité, ça serait fait, au moins on n'en parle plus. Mais en fait, tous les 2 mois, avant tous les mois, il fallait que j'aille commander ma boîte. Maintenant, c'est tous les 2 mois, je vais chercher ma boîte. Elle me le garde à la pharmacie au frigo. Le jour où je veux le faire, je vais le récupérer. Je me suis entendu avec l'infirmière, elle vient de suite après, elle me pique, pof, on n'en parle plus pendant 2 mois. Donc en fait, c'est pas plus compliqué que d'aller récupérer sa boîte et de prendre son traitement tous les jours. Même au contraire, c'est plus facile. Et je pense que ça évite aussi peut-être les fuites thérapeutiques parce que comme on est injecté, on est sûr qu'on ne va pas oublier son traitement, donc on ne va pas créer de nouveaux variants, etc., ou des résistances. Donc pour moi, c'est vraiment une très très belle innovation. Après, vous voyez, on a par exemple deux suivis qui sont différents, parce que moi, mon infectiologue, je la vois quasiment jamais, je n'ai pas besoin de la voir, je sais peut-être plus qu'elle. Parce qu'il faut dire la vérité, tout le monde n'est pas au point, ne s'intéresse pas aux nouvelles innovations, justement, au suivi. Donc moi, j'y vais, salut, ça va bien, j'ai regardé, tout va bien au niveau de mon bilan santé, mes CD4, ça va, mes CD8, elles sont encore un peu élevées. Voilà, j'ai fait mon truc, je demande ce que j'ai besoin de savoir et on n'en parle plus. Mais il y a des gens qui ont effectivement besoin d'avoir un suivi qui est régulier, de voir du personnel médical assez souvent. Et c'est aussi possible. Donc, en fait, on peut s'adapter selon les personnes qui se débrouillent très bien toutes seules et n'ont pas forcément besoin d'un suivi. Et les personnes qui, au contraire, sont rassurées d'avoir un suivi qui est assez fréquent, les deux sont possibles. Donc, pour ça, je pense que c'est quand même rassurant. Est-ce que vous voulez poser des questions? Voilà, je vous dis, la salle, effectivement, ce serait bien qu'il y ait des interactions avec les personnes dans la salle et qui posent leurs questions. Toujours Jean-Marc Bitoun, Action Traitement. J'avais une question à vous poser par rapport à l'efficacité du traitement. Est-ce que vous avez vu dans votre bilan une différence, c'est-à-dire une augmentation des CD4, certains paramètres qui se sont améliorés? Est-ce que c'est vraiment le même bilan qu'avant ou est-ce que vous avez assez de recul pour dire que c'est mieux quand même, globalement, qu'il y a un meilleur rapport CD4, CD8 par exemple, ou des choses comme ça? C'était une question qui me préoccupe. Alors, on va répondre différemment, je pense, parce que comme je suis un bébé séropos, moi, je suis encore en train de récupérer mes CD4. Donc, j'ai remarqué que, effectivement, depuis que j'ai les injections, j'ai récupéré davantage, enfin plus rapidement. Je pense que j'étais à 800, 880, il me semble, avant les injections. Je suis monté à 1002. Et en 2 ou 3 mois de temps. Donc, ça a été super rapide. J'ai mes CD8 qui sont encore assez élevés. Et ça n'a pas bougé, par contre, pour ça. Mais sur mes CD4, alors je ne sais pas si c'est dû au fait que je continue à gagner petit à petit ou si ça vient des injections. Mais en tout cas, en peu de temps, je suis remonté au niveau des CD4. Moi, les CD4 sont restés pareils. La charge virale indétectable, rien n'a changé. Et je suis depuis janvier 2021. Juste
Dans les essais, on n'a pas vu de différence significative dans la charge virale ou dans la remontée des CD4. Je pense que c'est plutôt parce que vous êtes un bébé. J'ai 2 questions. Déjà, merci pour vos témoignages qui sont plus qu'importants. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais nous, au TRT5, on se doit d'être vigilants. Parce que dans le passé, on a vendu des molécules qui étaient soi-disant miracles et que tout allait bien, pas d'effets indésirables. Et puis, un an après, problème rénaux, problème sur les os, pour ne pas citer les molécules en question. Et est-ce qu'on a assez de recul là, la question, c'est pour le professeur Slama, pour Cabo Rilpi et peut-être pour Corinne De Vive, si elle est encore là. Est-ce qu'on a assez de recul pour dire que l'injectable, vraiment, il n'y a aucun effet et que dans 5 ans, dans 10 ans, on pourra vivre sans effet indésirable? Ça, je peux pas. Bah oui, il faut attendre 10 ans pour. C'est sur le long terme qu'on peut dire. Pour le moment, on a 120, dans les essais, c'est 124 semaines de recul. Mais je ne peux pas vous dire, dans 10 ans, il n'y aura pas d'effet indésirable. J'en sais rien. Hein. Je ne travaille pas dans l'industrie. Non, mais c'est pour dire qu'il faut rester vigilant. Moi, je pense qu'il faut faut rester vigilant. Mais au-delà des effets indésirables, moi, je pense que je ne suis pas sûr qu'on tienne 10 ans avec des injectables tous les 2 mois. Enfin, dans sa tête, non pas en charge virale. Est-ce que... je pense qu'il y a des moments de vie aussi, et je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est pas pareil d'être jeune, d'être plus âgé, d'être parent, d'être, je sais pas moi, de sortir énormément, de voyager beaucoup, d'être une femme, d'être un homme, d'être... il y a plein de facteurs qui font que je pense que les injectables sont formidables à un moment donné et peut-être moins formidables à un autre moment. En tout cas, c'est l'avenir, et vous le savez aussi bien que moi, qui en général nous décrit les effets indésirables liés au traitement antirétroviraux. Donc bien sûr, il n'y a pas de traitement miracle, il y a toujours un effet. Je vous rappelle que c'est des médicaments. Hein. Même par voie injectable, ça reste des médicaments et donc c'est potentiellement toxique. Mais si j'ai bien retenu ce qu'a dit Sébastien, l'effet indésirable, c'est pour vous. On se passe de l'infectiologue au bout de 6 mois. Après l'injectable. Donc... Alors là... Vous avez remarqué ma discrétion sur ce sujet. Okay. Je n'ai pas voulu me fâcher tout de suite. Non, mais tout à l'heure... Là, on a bien vu au fond de la salle. Deuxième question, c'est parce que Sébastien, tu parlais des cauchemars sous une autre molécule. Quand nous, on va dans les congrès, qu'on nous présente les données cliniques des nouvelles molécules ou autres, on nous balance toujours les maux de tête, la gastro, si ce n'est pas le décès. Mais vous inquiétez pas, le décès n'est pas dû à la molécule, hein, comme par hasard. Et la qualité de vie, c'est un sujet qui nous passionne au TRT5. Mais qui dit qualité de vie, il faut aussi peut-être remettre à jour les échelles et les algorithmes utilisés dans la recherche clinique. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers là ou pas au TRT5 ou pas? Moi, je trouve que c'est extrêmement important. Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait fait une étude, et notamment on avait travaillé avec nos collègues au Burkina Faso. On avait présenté un projet à la NRS, d'ailleurs, pour ne pas la citer, qui avait été refusé parce que les échelles utilisées dans notre étude n'étaient pas des échelles qui avaient été utilisées dans des populations africaines, mais dans des populations du Nord. Sauf qu'il n'y a pas d'échelle dans les populations du Sud, donc on était bloqués et on faisait comme ça le tour. Donc oui, je pense que c'est un sujet extrêmement important. C'est compliqué, comme disait Bruno, parce que c'est tellement... Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie? Parce que la qualité de vie pour moi, c'est pas la même que la qualité de vie pour vous. Et donc, ça veut dire que chaque individu a sa propre qualité de vie. Il y a des trucs qui me sont insupportables que vous trouvez super et vice-versa. Donc, c'est compliqué. Donc, je pense que oui, c'est important de travailler là-dessus. Et puis, en plus, il y a un facteur temps, pour moi, dans la qualité de vie. C'est-à-dire, on peut avoir une excellente qualité de vie et une qualité de vie de merde 2 ans plus tard. Et donc, ça, c'est tout à fait variable comme la vie, quoi. Enfin, ça va avec la vie. Alors, si la NRS veut financer un projet TRT5 avec les cliniciens sur l'étude sur les échelles et remettre à jour, pourquoi pas? Je sais pas. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Je sais pas, c'est... je trouve que, justement, mais comment améliorer? Tout le monde dit que c'est compliqué, mais nous, on est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Avant, on se posait la question de l'efficacité. Aujourd'hui, on va sur de la haute couture. Et la haute couture passe
par la qualité de vie et par des échelles de mesures qui sont de plus en plus précises pour des populations d'individus, mais il y en aura forcément beaucoup. On n'aura pas une seule échelle de qualité de vie pour tout le monde. On n'a plus qu'à faire la haute couture au TRT5, hein, si jamais. Ok, merci. Non, c'est bon. Bonjour, c'est Jean-Louis, un vieux patient, réticent à l'injection, pour plein de raisons sûrement. Et j'avais une question, c'est par rapport à quand vous faites l'injection, mais en fait, il faut aussi faire un bilan en même temps. Non? Pas obligé? Ah, comment vous savez l'état du patient? Ah bah, c'est pareil que quand on vous donne des comprimés pour 6 mois, on ne vous téléphone pas pour savoir si vous avez fait un bilan dans 2 mois. Ouais, mais si ça, oui, mais au début, obligé quand même. Ah bah, au début, bien sûr. Ouais, au début, on le fait. Ouais. On le fait exactement comme pour les traitements. Juste une fois, au bout des 2 premiers mois, c'est ça? 4 mois. Alors ça dépend de la tolérance de chaque docteur et du ouais. patient. Parfois, on répond aux attentes des gens qui sont inquiets. Parfois, le médecin est plus inquiet, enfin, ça, c'est pareil, hein, c'est du tête-à-tête. Hein, non, je disais ça, c'est plus par rapport à la piqûre. Parce que s'il faut faire un bilan à chaque fois, ça rajoute une piqûre, quoi. Non. Il y a effectivement, il faut... à chaque fois qu'on change un traitement, on fait un bilan, peut-être au début, et ensuite, c'est un bilan tous les 6 mois, comme un bilan, comme habituellement. Ok, sinon c'est pareil. Ok, merci. Sylvie Burnouff de l'APM. Vous l'avez peut-être dit, mais c'est quoi la proportion de patients qui sont actuellement sous long-acting injectable et est-ce que vous pensez qu'il faut accélérer son déploiement? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas combien de personnes sont sous long-acting, mais je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un, il y a des gens de Vive ici. Moi, je ne sais pas. Ou de chez Janssen. Moi, je ne sais pas du tout combien il y a de personnes. Je sais qu'on a environ, on va dire... une centaine de patients sur une file active de 4000 patients. Mais je ne sais pas. Ensuite, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas du tout au courant de leur existence. Il y en a d'autres qui ne voient pas l'intérêt. Il y en a qui interrogent puis finalement réfléchissent. Enfin, voilà. Mais je ne saurais pas vous dire combien de gens sont sous injectables. Aucune idée. Sur Montpellier, je peux peut-être préciser. Il y a environ 5000 patients en Europe, voilà. 5000 traités. Ouais, sur Montpellier, on en a 32. On a fait un webinaire avec le professeur Alain Mackinson. Il n'y a que 32 personnes qui ont été mises sous injectable après des réunions de concertation pluridisciplinaire. Voilà. 32 sur une file active de 2000. Bonjour, Gérald Ostier, du comité des familles comme Marie-Pierre et comme Jean-Louis de Tibériade. Ma question est économique. Je crois qu'un des témoins a signalé qu'il avait les moyens, si c'était nécessaire, de se passer de l'aide de la sécurité sociale. Quel est le coût du traitement de l'injectable? Je crois que c'est 1200 et quelques euros pour les 2 injections. Et est-ce que c'est moins cher que la trithérapie? C'est équivalent. Ah bon, d'accord. Ça a été calculé, je vous rassure, pour être ni moins cher ni plus cher. De toute façon, ça ne serait pas passé. Mais c'est l'équivalent d'un traitement, sauf si vous arrêtez les injectables et que vous repassez au comprimé et que si on doit reprendre J0, M1, M2, puis tous les 2 mois, il y a un petit chouïa un peu plus cher. Merci beaucoup. Bonjour, Florence de Sidaction. Ce qui me frappe vraiment là, dans les témoignages, c'est qu'on a vraiment cette chance incroyable de cette diversité d'accès au traitement. C'est-à-dire que qu'on soit jeune bébé ou plus vieux bébé vivant avec le VIH, c'est à la fois la possibilité d'avoir accès à cette diversité de traitements, justement selon la façon dont on vit le VIH, la façon dont on supporte plus ou moins bien les traitements. Moi, j'ai fait quelques tentatives d'allègement
qui ont été quelques échecs, mais ce serait trop long à raconter et c'est presque comique. Mais de fait, j'ai la chance aussi de pouvoir revenir en arrière quand ça ne fonctionne pas. Et ce qui est frappant, quand on travaille aussi à l'international, c'est de voir à quel point toutes les personnes n'ont pas cette chance-là dans tous les pays. Quand on met sous un traitement que je ne nommerai pas tout le monde dans certains pays où il n'y a pas le choix de revenir en arrière parce que c'est tout le monde pareil. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, et je parle pour nous aussi évidemment à SIDAction, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour se battre pour que toutes les personnes aient effectivement accès à ces traitements de longue durée notamment, qui est pour moi vraiment un enjeu incroyable. Mais je suis ravie d'entendre tous ces témoignages parce que ça montre à quel point il y a cette diversité de vie avec le VIH et d'adaptation aussi au traitement. Donc, Bonjour, j'avais une question assez technique. Moi, c'est Lucas du TRT5 et de Aide. J'ai pas mal de personnes qui me demandent des détails techniques sur la mise sous injectable. Et donc, est-ce qu'il y a toujours ou pas la phase d'induction en péros avec du cabotegravir, si ça se fait? Parce que j'ai vu qu'on pouvait ou ne pas le faire. Et ma deuxième question, c'est à l'arrêt de l'injectable, si ça ne fonctionne pas ou si ça ne convient pas à la personne. Vu que c'est du long acting, comment on fait un relais avec une trithérapie classique en comprimé? Voilà. La première question. La phase d'induction, parce que les études sortaient avec un mois de traitement. La phase d'induction, elle ne se fait pas qu'avec le cabotegravir. Si elle se fait, la phase d'induction... En fait, la phase, c'est pas une phase d'induction, c'est une phase orale qui permet de vérifier la tolérance avant de passer à la forme injectable. D'accord ? Et donc, cette phase orale, c'est les deux mêmes médicaments, mais qui sont donnés par voie orale, qui sont le cabotegravir par voie orale et la rilpivirine par voie orale. Donc, un comprimé de chaque. Et ça permet de vérifier que les gens ne vont pas mal supporter le traitement avant d'aller aux injectables. Cela dit, moi, c'est ce que je fais, mais bon, ça regarde que moi et c'est ce que je propose. Cela dit, cette phase est optionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens directement qui vont passer aux injectables de cabotegravir et rilpivirine en n'utilisant pas cette phase, justement, de tolérance, on va dire. Cela dit, même si moi, j'ai tendance à laisser cette phase orale aujourd'hui, je dois avouer que les gens tolèrent très bien en termes de tolérance. Il n'y a pas eu d'effet indésirable, en tout cas sur les patients qui en ont non bénéficié, où on s'est dit oh là là, c'est n'importe quoi, on nous aurait menti quand même, pour l'instant. En revanche, ça fait mal aux fesses. Non mais les gens le disent, ça fait mal aux fesses. Okay. Après, ça dépend peut-être du muscle, du ratio muscle-gras. Voilà. Bon. Et merci. Et la deuxième question, c'était à l'arrêt, si ça ne convient pas à la personne. C'est vrai qu'on me demande souvent, c'est vrai que là, j'ai pas la pratique, du coup, c'est à la prochaine injection, on ne réalise pas l'injection et on repasse, ou on fait un switch. Exactement. Donc, en fait, ce qui est toujours important de savoir, c'est qu'on n'est pas marié avec un traitement, quand on peut, en tout cas, et qu'on peut toujours faire marche arrière. C'est-à-dire que si on a ce traitement et qui ne nous convient pas, on peut revenir à l'ancien traitement parce qu'on trouve que c'est nul, finalement, les injections. On a le droit de penser comme ça. Et dans ce cas-là, effectivement, à la prochaine injection, on se met sous les comprimés et on revient à la phase orale. Mais j'attire quand même votre attention et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et en discuter avec votre docteur. Parce qu'il y a quand même, il faut réfléchir à l'intérêt ou pas de l'injectable. Ce n'est pas non plus une solution miracle. Ça entraîne... Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut réfléchir, chacun d'entre nous doit réfléchir, et avec, à mon avis, désolé, mais avec son docteur, mais à l'avantage pour un individu donné ou l'inconvénient, qui finalement, dans la balance, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et puis, il y a vraiment, à mon avis, des contre-indications quand même à ce type d'injection, sachant que, comme l'a dit Christine tout à l'heure, c'est la première génération de médicaments à longue durée d'action. Et donc, il faut être capable de se dire, je passe mon tour éventuellement et je serai là pour le second. Merci.
Je vais juste poser une question. Alors, je sais que Sébastien l'a dit, mais Marie-Pierre, vous, comment vous en êtes venue à passer en injectable? C'est vous qui l'avez demandé? Oui. Oui, moi je tenais vraiment parce que je supportais pas de prendre tous les jours mon traitement. Je repensais au virus tout le temps et je déprimais, quoi. J'étais mal dans ma peau. Je voulais vraiment oublier le virus, mais j'étais pas inconsciente. Je voulais pas non plus mourir ni contaminer les gens. Donc voilà, je voulais être indétectable, en bonne santé et oublier le virus. Et c'est une information que la connaissance en fait, l'existence de long-acting, c'est quelque chose qui a été facile pour vous d'accéder à cette connaissance-là. Comment vous avez su que les long-acting existaient, qu'ils étaient disponibles Non, et que moi, je suis pas sous long-acting. Ah, c'est injectable. Pardon, injectable. Ah, je croyais que c'était. Comment vous avez su que c'était disponible et que c'était J'ai possible? demandé à mon infectiologue. Parce que en fait, j'en ai parlé avec le docteur qui est venu au comité des familles et j'en ai parlé à mon infectiologue qui m'a fait rentrer dans le programme Carousel. Il était déjà commencé le protocole, mais j'ai pu le rejoindre. Et comme tout s'est bien passé, j'ai continué depuis qu'il est en vente. Merci. Il y a une question là. En écoutant les témoignages, je me retrouve bien en tant que praticien. C'est le même problème qui revient très souvent, c'est-à-dire prendre des médicaments tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça. Alors la question, comme on a les représentants des labos ici, à quand ce médicament pour les pays du Sud? Parce que nous rencontrons effectivement les mêmes problèmes et c'est les mêmes questions qui reviennent très souvent lors des consultations. Est-ce que déjà on réfléchit à l'arrivée de ce médicament pour les pays du Sud? Merci. Donc je me retourne vers Vive. Bien sûr, ils sont à fond. Non, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas développé, n'est-ce pas? Forcément. Alors, je vais répondre à ce qu'a dit Christine Katlama tout à l'heure, en disant ce qui avait été annoncé cette année à l'IAS, en disant qu'il y avait eu un accord avec le Medicine Patent Pool, qui est sous l'égide de l'ONU, pour donner la licence volontaire libre de droit à des génériqueurs pour des pays, pour la PrEP injectable. Donc, je donne cet exemple. Oui, Vive est engagé pour donner accès à la majorité des patients. Donc, précisément, je ne connais pas l'accès au marché pour certains pays, mais sachez que voilà, ça, c'était une annonce très forte pour Vive, d'engagement pour l'accès dans tous les pays. Ah, ça complique un peu parce qu'il y a 2 labos quand même. Hein. Alors, le temps exact, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un bel engagement. Juste après l'enregistrement aux États-Unis, c'était très, très proche. Enfin, voilà, il y a une volonté d'aller vite aussi. Carole Damien, membre du TRT5-CHV. J'ai une question en fait pour savoir si les patients VIH avec des problèmes de diabète et de cardio peuvent accéder aux injectables. Alors, le problème de diabète insulinodépendant ou pas? Non, pas encore. Bon, le diabète. Enfin, alors, il y a 2 niveaux de réponse. C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant de s'affranchir d'un comprimé pour avoir des injections alors qu'on a d'autres comprimés pour le diabète et pour le cardio, enfin le cardégique, le Crestor, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Ça, j'ai pas la réponse. Et ça, c'est chacun. Enfin, c'est vraiment la discussion que vous devez avoir avec vous-même, avec votre entourage, avec votre docteur, etc. La deuxième chose, c'est que dans les essais, notamment Flair et Atlas, les patients qui avaient des problèmes cardiaques ont été exclus des études. Donc,
pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que la rilpivirine, ça allonge le QT hein, quand on a un électrocardiogramme. Mais ça, c'est vrai par voie orale aussi. Hein. Ça peut donner un allongement. Alors, ça se mesure hein, sur l'électro. Et donc, ça peut allonger cette petite tranche de l'électrocardiogramme. Et des fois, ce n'est pas bien pour certains patients avec certains médicaments. Je ne sais pas. Je pense qu'on aura la réponse quand les gens seront inclus à grande échelle. D'accord. Voilà. Donc, il faut attendre. Enfin, a priori, il n'y a pas eu en tout cas, il n'y a pas eu d'alerte particulière, mais je vous dis encore une fois, ces patients-là ont été exclus des études de Atlas et de Fleur. Ok, merci. D'autres questions? Bonjour, Christiane Millian de Aide Bordeaux. J'accompagne plusieurs personnes qui sont sous traitement injectable et qui sont ravies vraiment de vivre avec ça maintenant et d'être complètement libérées moralement pour ne pas penser tous les jours au VIH. Par contre, il y en a une où j'étais étonnée parce que, enfin, étonnée non, en fin de compte, le médecin ne l'a pas mis sous le traitement injectable parce que son IMC était trop élevé. Donc je pense que ça, c'est aussi un critère qu'il faut peut-être évoquer de façon pour les personnes qui sont un peu en surpoids, de savoir que c'est pas obligatoirement le traitement ne leur sera peut-être pas offert. Alors, ce qu'on a dit, hein, notamment dans l'étude de Customize, c'est qu'il faut 2 critères en général, et qu'un seul critère ne suffit pas. Donc, le fait d'avoir un indice de masse corporelle supérieur à 30 n'est pas une contre-indication en soi. D'autant plus qu'on utilise des aiguilles plus grosses, plus longues, qui sont donc censées atterrir dans le muscle. Après, il y a une différence entre les garçons et les filles. Hein. Vous savez que quand on est un garçon, quand on est gros, on a plus de ventre. Et quand on est une fille, on a plus de cul. Donc c'est vraiment très variable. Et puis c'est à évaluer. Hein. Mais ce n'est pas une contre-indication en soi. Maintenant, voilà, faut se méfier, utiliser les bonnes aiguilles. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait eu des échecs qui avaient été décrits avec des gens qui étaient trop gros du cul. Mais bon, c'est un peu logique. On s'est toujours posé la question, comment ça se fait qu'on donne un seul comprimé à quelqu'un qui fait 40 kilos et quelqu'un qui fait 90 kilos? Il y a un truc qui ne va pas quand même, mais bon, je suis d'accord. Hein. Oui, alors c'est pas une question, c'est une remarque. On a eu des remontées de terrain au sein de Aide, dans des LM, dont Montpellier, dans des lieux de mobilisation, où en fait des patients étaient sous injectables, mais ils avaient du mal à trouver des infirmières. Donc je me retourne vers Vive aussi, parce qu'apparemment il fallait une formation, un agrément pour faire l'injectable, enfin les injections. Et donc du coup c'était très compliqué pour ces patients d'avoir leurs injections. Et je pense que c'est quand même un frein important. Alors, je ne sais pas si vous avez des remontées ou autres, mais il ne me semble pas qu'il y ait besoin de choses spécifiques. Alors, dans Caricel, il fallait un agrément, mais on était quand même dans le cadre d'un essai, étude, ouais, donc d'une bien étude. sûr. Donc c'est toujours compliqué, les études, Ouais. c'est ce qui est Oui, le plus bien sûr. chiant en termes d'organisation. Mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'on répond aux questions. Aujourd'hui, voilà, mon voisin a choisi l'infirmière qu'il veut. Il y a de la possibilité quand même de se former online. Je crois que c'est pas très compliqué quand même. Hein, oui, mais là c'était vraiment. Il parlait de formation, mais je crois que il ça me faisait des semble freins, que c'est quoi. dans le cadre de Caricel et que maintenant c'est plus d'actualité. Ouais, c'était fin juillet la remontée quand même. Donc voilà, si jamais on est pas mal d'acteurs communautaires ou autres. Ouais. Mais je crois que c'était dans le cadre de l'essai. C'est assez étonnant. Voilà, petit commentaire. Il faut le garder en tête. Ouais. Non, mais je pense que nous aussi, il faut qu'on le garde en tête. D'autres questions? Après, le problème, c'est que les gens, une fois qu'ils ont l'habitude, comme vous dites, qu'ils viennent à l'hôpital et qu'ils ont leur copine infirmière, ça devient un moment plutôt sympa, paf, paf, on discute, c'est ce que vous disiez. Hein. Il y a des gens, on leur dit, maintenant, vous pouvez aller en ville. Ben non, pourquoi, mais vous voulez plus de moi? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? C'est ça, non?